Bonjour, Carrie Ferret. Bonjour. Merci d'être venue à Argenteuil. C'est gentil. Alors, on va peut-être commencer par vous présenter. Si vous pouvez dire deux mots de votre parcours, de votre œuvre. Oui, moi j'ai commencé à écrire au lycée, parce que bon, j'étais pas très concentré sur les études, on va dire. Et donc comme j'ai passé mon bac par correspondance, ça m'a laissé beaucoup de temps pour écrire. Donc ça m'a absolument passionné. Et donc à l'âge de 20 ans, je me suis dit, écoute, puisque tu fais que écrire toute la journée, si tu ne t'intéresses pas, du coup, tu vas te mettre à écrire, te faire écrivain professionnel, entre guillemets. Donc évidemment, on m'a dit que c'était un métier de chômeur. Je dis oui, ça je m'en doute un peu. Donc je savais que ça allait être long. Heureusement, à 20 ans, j'ai fait le tour du monde, ce qui a été un peu mes études. Et suite à ça, ça m'a fait évidemment complètement grandir et puis découvrir les Maoris, ce qui a donné plus tard Akayautu. Mais entre-temps, il a fallu que je rase quelques forêts quand même en manuscrit envoyés avec des maisons d'édition qui n'en voulaient pas. Et donc voilà, le chemin était assez long jusqu'à AK. Mais en fait, c'est un tel parcours de combattant dans mon édition que j'en ai fait un récit un peu humoristique, j'espère, qui s'appelle Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale, parce qu'il ressort en poche le mois prochain. Et ça raconte toutes les. Donc, je ne vais pas vous le raconter, parce qu'en fait, là, j'en ai plus de 3 heures rien qu'à raconter ce bouquin. Alors qu'il fait 100 pages, même pas. Ouais, 150. Ouais. On va dire, j'ai concentré toutes les galères. Quoi. Mais en fait, tous les métiers artistiques, c'est un peu pareil. Quoi. Tu produis, tu essaies de faire ton maximum, et puis un jour, pourquoi ça plaît ou ça plaît pas. Bon, il y a beaucoup de travail derrière, mais des fois aussi, on tombe à une époque où ce que tu fais, ça colle. Moi, je me souviens qu'à l'époque de ACAS en 98, quand je faisais des signatures, je demandais aux gens s'ils savaient où était la Nouvelle-Zélande. Et 2 fois sur 3, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, le temps a quand même changé. En 20 ans, à peu près tout le monde sait où se situe la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, c'était des lecteurs. Donc c'était un pays un peu méconnu. Les Maoris, certains, ceux qui connaissaient le rugby savaient qu'ils étaient des autochtones, s'appelaient les Maoris, mais les autres, les gens pas trop. C'était au bout du monde. Le monde a beaucoup changé à travers le tourisme, etc. Maintenant, les gens ont beaucoup plus voyagé et sont beaucoup plus proches du monde, et c'est tant mieux. Vous pensez que c'est pour ça que ça a marché, ça a collé avec une envie des lecteurs de voyager parce que... Non, en fait, je ne pense pas. Ça a participé à ça c'est sûr, parce que j'ai vu la différence avec les années qui ont suivi. Mais quand j'ai écrit Akayautu, qui se passe donc en Nouvelle-Zélande, on me disait « Ah, mais oui, c'est intéressant, mais en fait, comme tu n'es pas maori, comme tu n'es pas néo-zélandais, on ne comprend pas trop que ce soit un Français qui écrive un bouquin qui se passe en Nouvelle-Zélande, quoi. » Moi, je trouvais ça un peu débile, parce que la mondialisation, ça fait déjà longtemps qu'elle était en place. Et puis, quand on est outsider, c'est-à-dire que quand on peut parler de sujets que forcément les insiders n'évoqueraient pas forcément. La guerre d'Algérie, il a fallu 20 ou 30 ans avant qu'on la reconnaisse, y compris qu'on en parle en France, de manière ouverte en tout cas. Quoi. Donc, je trouve que c'était toujours intéressant d'aller de venir de l'extérieur à partir du moment où on s'intéresse vraiment au pays. Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une. Je crois que c'est mon nom, en fait, en tout cas pour les journalistes qui a semé la confusion. Parce que c'est vrai que Carrie Ferret, ça ressemble à rien, on ne sait pas trop d'où ça vient. Quoi. Et même le prénom, une fois j'étais dans une signature, puis il y a une fille qui arrive en mode, alors je fais un cliché, mais un peu camionneuse. Quoi. Il faisait chaud, elle était avec un t-shirt Marcel comme ça, donc elle était quand même très bonhomme, comme on dit. Quoi. Elle arrive, elle dit « Elle est où Carrie Ferret ?» Et je voyais bien qu'elle s'était fait un trip sur la Carrie Ferret dont elle rêvait. Quoi. Et quand elle m'a vu, mais elle était tellement déçue. Elle était là. Et j'ai dit, oui, non, je suis un garçon, quoi. Alors là, j'ai la peau. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que c'était très confus. Et les journalistes, mais ça, j'ai entendu plein de fois, parce qu'en fait, le succès est venu avec Zulu, enfin, le succès d'estime, on va dire, avec Akayautu, et c'est Zulu qui a vraiment explosé. Et plein de journalistes, ils m'ont dit, ah, dis donc, bon, déjà, je savais pas que vous étiez français, parce que Carrie Ferret, Afrique du Sud et tout. Puis qu'est-ce que ça change du polar français, en fait? Je dis, mais écoutez, le polar français, il y a plein de trucs qui sont hyper bien. Vous le connaissez pas, c'est tout, quoi. Il me dit, oh, ouais, non, mais c'est nul. Je dis, mais vous en lisez? Non. Elle me dit que c'est nul, vous ne connaissez pas. Et je dis, c'est quel est le dernier auteur que vous avez lu? Manchette. Mort en 93, je crois, un peu comme ça.
qu'en fait, pendant 20 ans, les journalistes avaient déclaré que le polar français était nul, par essence. Tu vois, et là, donc, il y a eu confusion. Ils ont cru que j'étais sud-africain en disant Oudou, et Zoulou, et ah, génial, machin, hein. Sauf que. Alors, du coup, c'est bien parce que j'ai comme essuyé les plâtres de tous mes petits copains et copines qui maintenant écrivent en tant que français à l'étranger. Et du coup, ça s'est passé. C'est passé dans les mers. Mais je pense qu'au départ, il y a, pas au niveau des lecteurs, mais il y a un quiproquo, en tout cas au niveau des journalistes, qui n'avaient pas fait le lien. Alors que c'est votre vrai prénom, Carrie. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça vient d'où? Donc, dans les années 50 et 60, il y avait un tueur en série qui s'appelait Carrie Chessman, qui a écrit 3 livres en prison, en fait, dans les couloirs de la mort, parce qu'il était condamné à mort. Mais bon, il y a eu plein de recours, etc. Et ces livres étaient très intéressants, parce que du coup, je les ai lus. En fait, il expliquait en substance, pour aller assez vite, qu'on ne naît pas délinquant, mais on le devient. Ça paraît normal aujourd'hui, mais c'est pas complètement normal dans l'Amérique des années 50, qui était quand même très basique. Et du coup, il est devenu un étendard contre la peine de mort. Et donc, mes parents, enfin, en fait, étaient... là, ça allait dans les combats, les droits civiques américains, etc., dans les années 60. Donc, c'était quelqu'un de progressiste, pas parce qu'il était coupable, parce qu'il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'était un truc contre la peine de mort, quoi. Et quand il était exécuté, pour les jeunes de l'époque, en tout cas, c'était un peu un choc. Et donc, du coup, il dit tiens, on va donner. Alors, je pense qu'ils ne se sont pas dit tiens, on va donner le nom d'un serial killer. Parce que ça, merci, on aurait pu m'appeler Émile Louis, donc, avec un petit truc tiré entre les deux, bof. Mais bon, c'était quand même. Il voyait le côté progressiste dans tout ça, quoi. C'est discutable, là. C'est ça. Donc, vous avez un petit peu parlé de vos voyages. Donc, effectivement, d'abord la Nouvelle-Zélande, ensuite l'Afrique du Sud, et puis vous avez aussi beaucoup écrit sur l'Amérique du Sud. Et juste pour resituer pour les gens qui n'ont pas lu tout au roman, et puis donc le dernier en Sibérie. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous voyagez pour écrire ou est-ce que vous écrivez pour voyager? En fait, c'est un peu les deux. Bon, le tour du monde, quand j'avais 20 ans, c'était un tour du monde. Donc là, on va un peu à l'arrache et puis on voit ce qui en ressort. Mais pour les autres pays, en fait, ça dépend. En fait. Parce que Zoulou, en Afrique du Sud, j'avais un ami, Fred Coder, qui est écrivain aussi, qui s'est installé là-bas quand Mandela a été élu. Et quand j'y suis allé, non seulement j'ai adoré le pays, mais en plus, je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut pour créer un super polar en Afrique du Sud. Et ça, c'était fin des années 90. Et comme il fallait que je finisse tout avant, ça me prenait des années, etc. Donc je suis retourné en Afrique du Sud, là, pour écrire le roman, mais j'étais déjà allé et j'avais déjà vu qu'il y avait vraiment de la matière, quoi. Par contre, la première fois où je suis vraiment parti pour écrire, c'est en Amérique du Sud, en Argentine, pour Mapuche, le premier, parce que j'avais jamais mis les pieds en Amérique du Sud. Et donc, comme les pays australes, on va dire que j'avais fait des livres qui se passaient dans les pays australes, je me disais, tiens, allons faire un tour en Amérique du Sud. Ça faisait longtemps que je voulais aller en Argentine. Et comme c'est le pays le plus européen pour aborder l'Amérique du Sud, c'est plus facile de commencer par l'Argentine que par le Nicaragua. Enfin, voilà, c'était un pays qui est assez européanisé. Et j'ai absolument adoré. Donc, du coup, après, et puis, comme en Argentine, en fait, comme j'allais sur la piste des Mapuche que j'ai rencontré au Chili, donc en fait, naturellement, avec le premier voyage, j'ai dit, bon, j'ai séparé je vais faire 2 livres, parce que c'était 2 histoires à la fois proches, mais assez différentes. Donc, tout après, je suis retourné en Amérique du Sud plusieurs fois, etc. Et après, il y a des pays où je vais des fois juste pour le plaisir, puis des fois en me disant, bah, tiens, peut-être que ça donnera quelque chose. Alors, des fois, c'est un roman jeunesse ou des choses comme ça, quoi. Mais je voyage, enfin, vu le temps qu'il me faut pour écrire un livre, si à chaque fois que j'allais dans un pays, je devais écrire un bouquin, vous n'aurez pas le temps de tous les lire, quoi. Qu'est-ce qui met autant de temps? Est-ce que c'est la partie documentaire ou c'est l'intrigue ou l'écriture que vous réécrivez beaucoup? Ouais. Non, en fait, moi je pense que c'est. Alors, chaque auteur a sa façon de travailler, etc. Donc, je ne vais certainement pas faire une vérité là-dessus, quoi. Et pour ce qui me concerne, tout ce qui est documentation, bon, moi ça me passionne en fait. Donc, moi, c'est des lectures. Je suis gros lecteur aussi, donc que je lise des romans d'autres personnes ou de la doc, pour moi, ça reste de la lecture. Et quand je suis sur un pays, quand je commence à faire un truc sur un pays, je suis en train de noter plein de choses, je suis déjà en train de travailler en fait, quoi.
Mais ça prend pas trop de temps en fait. Ça va dans la. Souvent, je suis en train de finir un livre que je commence l'adopte d'un autre. En fait. Donc tout ça, c'est un mouvement qui prend pas de temps. L'histoire, ça prend un peu de temps, mais pas plus que ça. C'est un peu des maths, il faut mettre les cubes dans le bon sens. Mais c'est les personnages en fait. Parce que je le vois souvent, il y a plein d'auteurs en fait, hop, ils font leur histoire avec le personnage, et puis ça y est. En fait, ils disent, ah non, moi j'écris au fur et à mesure, et puis après c'est fini quoi. Moi ça me semble totalement inconcevable. C'est-à-dire que si on commence, mes premiers jets ils sont assez nuls, en fait les personnages sont un peu clichés, et si je les travaille pas, je sais pas, ils sont un peu anodins. En fait, quoi. Et je parle même pas d'écriture pure qui est du style, alors ça le style, voilà, ça c'est chacun a son style entre guillemets, quoi. Ou pas de style qui fait un style. Moi ça me prend, c'est surtout les personnages en fait, quoi. Ça prend un temps fou. C'est marrant que vous disiez ça parce que moi j'ai lu Norilsk, donc vous avez, pour votre dernier roman, vous avez d'abord écrit un récit de voyage, donc sur Norilsk, cette ville de Sibérie, ville minière, qui est un ancien goulag, et puis ensuite vous en avez tiré un roman. Et effectivement, j'étais très étonnée de voir qu'il y a déjà énormément de choses du roman dans le récit de voyage. Mais par contre, ce qui manque, effectivement, c'est les personnages. Alors, ils sont tous là, mais il n'y a pas de détails sur eux. Et du coup, on s'attache. Moi, je ne les ai pas vraiment très identifiés, alors que ceux du livre, on les identifie parfaitement. Et ils ont une histoire, une profondeur. Donc, effectivement, ça se sent. Ça. Et ça change tout. Enfin, je pense en tant que lecteur, moi, je pense aussi à moi quand j'écris, dans le sens où qu'est-ce que j'aime lire. Et des fois, il y a des bouquins, j'aime bien l'histoire, mais alors les personnages, je serais incapable. En fermant le livre, je ne sais même pas leur prénom, tellement je ne l'ai pas retenu. Enfin, alors qu'il y a certains livres, des personnages, je m'en souviens de toute ma vie. Alors, il y a certains personnages, je dis, oh, j'ai adoré tel personnage, et souvent, c'est le personnage qui nous emporte. Si on a l'empathie avec le personnage, du coup, on va suivre avec lui non seulement les aventures, mais aussi tout ce qu'il y a autour de lui à travers le pays. Et du coup, ça nourrit, je pense qu'on retient beaucoup plus les choses si on est en empathie. Alors, donc j'essaie d'avoir des personnages le plus fouillés possible pour que le lecteur il soit vraiment avec celui-là. Et le suspense, ça va pas être qui a tué le premier cadavre, qui est toujours plus ou moins un prétexte, mais est-ce que le héros ou l'héroïne va s'en sortir? Vu que, comme vous le savez sans doute, ça désanne pas mal dans le livre. On se dit, ah non, pas elle, ou non, pas lui. Et souvent, si. Oui. Mais pas tout le temps. Non, mais non, là, par exemple, dans l'aide... Oui, ça fait ça. On s'attache à des personnages et puis ça passe. Et la vie, on en meurt. Et même très très tôt. Très très tôt. Hein. Mais ça, c'est des petites surprises. Mais alors pourquoi absolument tuer les personnages? Non, mais je sais pas, j'ai tue souvent, et aussi parce que moi j'ai grandi avec Jacques Brel, ça date un peu, mais Jacques Brel est toujours assez présent. Et lui, il a arrêté sa carrière, en fait, enfin, il n'a pas arrêté sa carrière, il a arrêté les tours de chant, comme il l'appelait, parce qu'il avait peur de devenir adroit, je reprends ces termes, et il disait, en fait, quand il commence à chanter « Ne me quitte pas », et il pensait en même temps « Tiens, il faut que j'achète des carottes demain, parce que j'ai un copain qui arrive », et il s'est dit « Ah non, moi j'ai envie d'être 100% à ce que je fais, et pas devenir adroit ». Et j'ai remarqué qu'en plus c'était très à la mode dans les années 90, quand j'ai commencé à écrire, très sérieusement, les héros récurrents. Alors évidemment, c'est sympa pour faire avec le poule, on fait une série, tout comme ça, on demande à différents auteurs de faire les trucs, donc j'ai rien contre les héros récurrents. Mais en fait, quand tu fais une série, Fred Vargas par exemple, il a toujours son Adenberg, un nom comme ça. Oui, je n'étais pas très loin. Et c'est comme Simenon, etc. Donc, en fait, quand tu fais l'économie de ton personnage, en fait, tu as déjà la moitié de ton livre, il est fait. Et moi, je vois bien parce que j'ai un personnage qui s'appelle Macache, qui est un ex-flic boring complètement taré. J'en ai fait 3, mais il me faut 1 an pour faire ce livre, parce que j'ai pas beaucoup de docs sur le pays, puisque souvent ça passe en France. Le personnage, je le connais par cœur. Alors là, je peux faire Macache sur la Lune, Macache au Pixar seconde. Je peux faire la chemise de Macache, je peux faire n'importe quoi en fait. Donc vous les tuez pour pas qu'ils reviennent. Exactement. Comme ça m'éviter d'être adroit et de faire des séries. Alors effectivement, pour le porte-monnaie, c'est moins bien, parce que j'ai fait Zulu 2, Zulu 3, Zulu 4, j'aurais gagné plein de fric en fait, quoi. Par contre, je suis sûr et certain que ce serait moins bien.
Parce qu'il n'y aura plus l'effet surprise. On se dit, ah oui, tiens, ah, on les retrouve. Alors c'est confortable. Il y a un côté confortable, et souvent les gens, mais on fait ce qu'on veut avec ça. Hein. Il y a un certain confort, tiens, on va retrouver, ah tiens, c'est sympa de retrouver machin. Et on sait que, déjà qu'il va pas mourir à la fin, parce qu'il va y avoir un 7e, 8e, 9e épisode. Donc, déjà, du coup, tu suis le personnage. Il y a un côté confortable qui est un peu bourgeois, quoi, qui n'est pas spécialement ma carte. Et surtout parce que moi j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux territoires, de nouveaux personnages en fait aussi. Enfin, il y a quand même un fond de pessimisme assez fondamental quand même dans des... Vous trouvez que le monde va super bien? Ça dépend comment on le regarde, je crois. Alors moi je trouve que c'est plus des romans noirs que le roman noir, on explore quand même un peu ce qui ne va pas. Hein. Oui. C'est vrai que... Mais un roman où tout se passe bien, bon, on s'ennuie. Même vos amis, vous le voyez bien, hein, même si on est toujours hyper heureux pour nos amis, mais vous voyez votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis 3 ans, qui vous dit comment ça va? Super, mes enfants sont super, ma femme est super, j'ai acheté des choses, ma maison est super, mon chien est super, j'ai une super voiture, j'ai passé de super vacances. Il n'y a pas de porosité en fait. Là. Oui, t'as pas un tout petit problème, comme ça on pourrait échanger. Ta meuf t'est larguée? Ah, bon, ça m'est déjà arrivé. Et là, ça y est. Et là, on rentre sur d'autres trucs. On a besoin de. Mais moi, je suis optimiste dans la vie, mais pas du tout par la raison en fait. Raisonnablement, ça fait longtemps que je le dis, donc c'est pas du tout pour dire, je le disais avant les autres, c'est pas ça. Et moi, ça fait pas de je suis pas persuadé que l'humanité passe le siècle. Alors quand je disais il y a 10 ou 15 ans, là, quand même vous êtes très pessimiste. Et aujourd'hui, on a, au moins on se dit, enfin au moins, c'est triste, hein, mais c'est peut-être pas si sûr que finalement, voilà. Donc le roman noir, ça va avec tout ça. Enfin. Et puis il y a quand même plein de salopards sur Terre. Voilà. Oui. Et plein au col blanc. Hein. En fait, j'ai dit un truc là sur l'écologie, avant on a vu l'état de la Terre. En fait, c'est donc des gens qui étaient très impliqués là-dedans, alors je ne sais plus quelle grande personnalité, qui bossaient avec les entreprises pour essayer qu'ils polluent moins en fait. Il se dit, et il disait, en fait, tant que les cadres de la loi ne sont pas hyper restrictifs, on ne peut rien faire. Parce que il disait, même on va rencontrer le boss de chez Total, le big boss de chez Total, en l'occurrence c'était pas celui de Total, mais peu importe, le mec il est là, moi j'aimerais qu'en fait que les lois elles soient hyper contre l'écocide, comme ça. Mes actionnaires qui, eux, vont réclamer du fric, je leur dis, par contre, ça c'est interdit, donc du coup, voilà, on est obligé de faire ça, donc on va revoir notre politique d'extraction, etc. Et du coup, vos dividendes vont baisser parce que c'est la loi. Et là, ils ne pourraient rien dire. Mais tant qu'il n'y a pas de loi forte, il ne se passera rien, en fait. Donc même les gens qui sont pourtant au haut de la pyramide voudraient faire quelque chose, ils disent, ouais, mais tant que le cadre législatif n'est pas là, et au niveau mondial, on ne peut rien faire. Et, tant qu'il y aura toujours les Américains qui sont contre tous les protocoles, et je ne parle même pas des Russes, des Chinois, enfin, donc là, bon, au rythme où ça avance, c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui ou paieront les pots cassés ou qui feront les lois. Mais je trouvais justement, ce qui m'avait étonné dans Norilsk, c'était qu'il y avait une tonalité comique qui était vraiment très très développée, parce qu'il n'y avait pas la dimension noire, puisque c'est un récit de voyage. Et je trouve qu'il y a un filon quand même à exploiter. Mais en fait, quand je n'écris pas des drames qui finissent mal... Non, mais l'écriture peut être drôle, effectivement. Mais ça compense en fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que je fais des romans jeunesse aussi, genre Crotopus Ier, Roi des animaux. J'en ai fait plusieurs, mais c'est mon préféré. Et c'est l'histoire d'un lion complètement con, qui a toutes les tares masculines. En fait, quoi. Et du coup, à écrire ça, mais je me marre comme un tordu. Vraiment quoi. Et Norilsk aussi, parce que. Ben oui, parce qu'il y a le personnage. Il y a la bête, en fait, voilà. Qui est l'avatar de Macache, en fait. Hein, oui. Donc j'ai un pote qui est complètement taré. Et quand on m'a proposé d'aller à Norilsk, donc la ville la plus polluée au monde, la plus froide, enfin, un cauchemar, un enfer et tout, je connais l'homme de la situation pour venir avec moi, parce que moi je m'ennuie terriblement tout seul. Donc c'est ce pote complètement taré, quoi. Et quand je lui ai posé la question, quand il n'y a plus de batterie sur son téléphone, on ne s'appelle jamais, parce que c'est nul le téléphone. On se voit et puis on prend une tweet, ou on ne se voit pas. Donc on se prend une tweet quand même, au fil des années. Et quand je l'ai appelé,
Il dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois? Parce que j'ai plus de batterie. Je dis est-ce que tu veux aller en Sibérie dans la ville la plus pourrie du monde? Il dit oui. Non, mais donc lui, envie de donc, venir enfin, avec vous, on comprend. Que vous ayez envie d'y aller avec lui, c'est quand même très bizarre, parce qu'il y a une catastrophe ambulante, ce garçon. C'est une catastrophe ambulante. Mais justement, je savais que. Oui, il vous arrive des trucs, quoi. Mais dans En fait, la c'est- vraie vie, on n'a pas tellement envie qu'il nous arrive, il perd 3 fois son passeport. Enfin, et perdre son passeport en Sibérie, c'est pas la bonne idée. Ah non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Avec le FSB qui te regarde et tout, qu'est-ce que tu fous là à l'aller? Alors, s'il trouve un moyen de pouvoir te garder, c'est toujours un moyen de chantage. C'est pas grand parano, en fait. Quoi. Et par contre, je savais qu'il allait m'arriver des aventures. Parce que cette ville de Norilsk, elle est isolée, il n'y a rien, il y a juste cette ville, puis autour, c'est que de la glace. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Enfin, donc je savais que ça allait être forcément. C'est très froid, etc. Donc on n'en est pas faire 1 milliard de choses. Je ne parle pas russe. Donc il fallait bien qu'il y ait une activité. Donc voilà, la bête, c'était l'activité. Puis comme il est bord, il n'y a qu'un bandeau, on ne voit que lui. Puis c'est très. Alors les Russes, un mec avec un bandeau, s'il a eu l'œil crevé, c'est forcément c'est un héros. C'est russe, hein. Oui, et puis bon, vous les avez beaucoup impressionnés, hein, les Russes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui bougeaient beaucoup plus qu'eux. Donc, c'est les Bretons. J'ai failli envoyer un truc à Macron pour lui dire écoutez, monsieur le président, j'ai représenté la France. J'étais porté en triomphe avec le port. On lui dit ouais, j'ai jamais vu des gens qui buvaient autant de vodka que nous. Et culturellement, on est content. Ça montre le niveau quand même de la France. Bon, ceci dit, parce que moi, la question que je me posais, c'était effectivement, vous voyagez beaucoup, mais il y a quand même la barrière de la langue. Bon, bah là, c'est vite éliminé. Donc, déjà, vous êtes allé avec une guide, et puis bon, bah, dans les bars, voilà. Hein, c'est le corps. C'est le corps qui parle. Le corps qui Tout le monde est ami, tout le monde s'aime. Ouais, mais c'est marrant ça, parce que autant moi j'ai comme dans les pays où je parle la langue. Hein, Oui, l'espagnol. Là c'était un récit de voyage, donc du coup je dis ah mais bon, tu m'envoies dans un pays où je parle pas la langue, ça peut être pareil en Mongolie ou ailleurs. Il faut bien que j'ai quelqu'un qui fasse interface, quoi, parce qu'autrement je vais pas apprendre une langue en 5 minutes pour un récit. Quoi. Par contre, donc il y a cette guide, mais c'est vrai que quand même, parmi tous les clients du bar où on était tout le temps, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a noué connaissance avec les Russes, en plus c'était tous des jeunes mineurs et leurs femmes, il y avait quand même 1 ou 2 qui baragouinaient quelques mots, en fait. Quoi. Donc on pouvait quand même, avec quelques mots ça suffisait. Quoi. En anglais. En anglais, ouais, oui, en français, ils ne connaissent pas trop. Et après, c'est toujours pareil, hein, quand vous êtes dans un univers aviné avec des jeunes, ils ne vont pas vous apprendre Tchekhov, ils vont vous apprendre des insultes, évidemment. Quoi. Et les Russes, ils ont aussi un art, au Mexique, un art de l'insulte, et ils adorent ça, en fait. Quoi. Donc, Pouchon de Barouille, saute sur ta bite, pour le dire ça. Alors ça, en plus, c'est assez facile à dire, donc du coup, Pouchon de Barouille, voilà. Génial. Enfin là, t'es un héros, en fait. Ah ouais, tu traites tout le monde d'enculé, ils sont contents. Bon, c'est dans le contexte, hein, pardon. Oui. Là, on parle pas de la grande littérature, là, je vois bien. Mais comment nouer le contact avec les gens, quoi. Et moi, j'adore ça. J'adore. Quand c'est n'importe quoi, quoi. Ah, là, je suis tout à fait chez moi. Non, puis bon, moi, j'avais l'impression que vous aimez beaucoup voyager, mais que c'est surtout pour rencontrer des gens plutôt que pour voir des beaux paysages. En fait, je m'en suis rendu compte, je le savais déjà plus ou moins, mais quand on est jeune, on ne sait pas trop les choses, on est porté par des choses, mais on se rend compte plus tard, quand on est confronté à ces choses-là. Et quand j'ai fait le tour du monde, bon, moi, ce que je retiens de ce tour du monde, c'est la Nouvelle-Zélande, et surtout les Néo-Zélandais et les Zélandaises que j'ai pu rencontrer pendant des mois là-bas. Quoi. Et là, c'est devenu mon 2e pays. Quoi. Après, on est allé à Nouméa, à Tahiti, des choses comme ça. Alors, ok, ça fait rêver, c'est très beau, les lagons. Et bon, on s'était déjà baigné 53 fois en Nouvelle-Zélande, on s'est baigné 4e fois là. C'est bien pour les vacances, une semaine quand on est fatigué ou des choses comme ça, mais quand on voyage, les cocotiers où tout est cher, avec des gens pleins d'huile, en fait c'est l'endroit où tu fuis. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les autochtones, quoi. C'est pas mes congénères touristes, en fait, quoi. Donc les paysages, tout ça, j'adore la nature, j'adore le ressenti qu'on peut avoir, se sentir en osmose avec le biotope autour de soi, quoi. Mais bon, ce qui compte, c'est les gens.
Et parmi les gens que vous aimez beaucoup, il y a quand même une récurrence dans vos romans, c'est les personnages de natifs. Donc les Maoris, les Mapuches, les Nénettes. Et ça vient d'où Mais pareil, quand j'étais petit, je disais Blueberry et puis des choses comme ça, en fait. Et j'ai toujours été du côté des Indiens plus que des cow-boys, quoi. Parce que l'imaginaire, parce que les valeurs qu'ils développent, qui sont plus proches des animaux, plus proches de la nature. Alors moi, je suis toujours été fan d'animaux, en fait. Et donc, du coup, eux, ils étaient bien plus proches des animaux. Et quand tu vois Buffalo Bill, un des héros du Far West, en fait, bon, c'est un tueur de bisons qui tue, bon, les bisons, évidemment, il tue les Indiens, enfin, garde-manger les Indiens, etc. Donc, ils ont tué quand même des millions, juste, et des fois, ils les laissaient pourrir, hein, c'était juste pour en tuer. C'était plus con, c'est dur, quand même. Là, le niveau, et puis tout, j'aime pas la country, j'aime pas l'imaginaire cow-boy, très masculin, très très con, en fait, quoi. Et indien, les mecs sont à moitié nus sur un cheval avec des peintures de guerre, je sais pas, c'est plus classe, quoi. Et puis après, quand tu découvres la pensée autochtone, je cite un truc d'un chef Lakota à la fin de sa vie, fin 19e, quand avec les Indiens ont commencé à être parqués, il disait nous ne savions pas mentir, nous n'étions pas encore civilisés. Bon, moi j'adore. Ça veut dire tellement de choses. Enfin, on peut faire un devoir de philo avec ça, en fait, vraiment, quoi. Et ça se décline sur 1 milliard de choses. Et la pensée autochtone m'intéresse parce qu'en fait, quand on les côtoie, ou qu'on les lit, ou qu'on discute avec eux, on découvre une autre façon de penser le monde. Et nous, on pense avec l'Occident que parce qu'on a la technologie, on a la rationalité, on a la raison, etc., c'est nous qui avons raison, entre guillemets, quoi. Sauf que notre pensée, elle est complètement, mais elle est petite, en fait, quoi. Elle oublie celle de toutes les autres, quoi. Et ce que nous apprennent les autres, il y a même des mots qui n'existent pas, enfin, que nous, on est obligé de faire de la paraphrase pour le dire. Mais si on l'avait en soi, on se comporterait déjà pas du tout de la même manière avec le territoire. Vraiment, ça c'est évident. Il y a des mots maoris, le tarangawais, c'est la façon dont on se tient sur Terre. Et c'est sur Terre, c'est pas sur Terre, c'est pas sur un bout de bois ou un bout de plastique ou un bout de béton. C'est comme on est ancré dans la Terre. Et c'est des concepts, en fait, si tu grandis avec, tu vas pas faire de mal à ton environnement, en fait, puisque tu vis avec. Donc c'est ça qui est proche qui fait écho à notre monde d'aujourd'hui. C'est de plus en plus. Rapport, de plus en plus, oui. Mais on commence à comprendre que plus comprendre l'autochtone, on va dire, parce qu'en fait, on retrouve un peu les mêmes pensées chez les Maoris que chez les Nénettes, donc à 10 000 km, et même souvent les mêmes chamanismes, même parfois les mêmes instruments. Après, on retrouve en fait l'immigration humaine depuis longtemps, quoi. Mais là, on commence simplement à comprendre que, non seulement les respecter, mais comprendre, c'est de connaître leur façon de penser, c'est aussi connaître leur biotope, en fait, quoi. Et comprendre comment c'est comprendre que tout est lié, en fait, que nous sommes tous liés les uns aux autres, les animaux, la terre, les Maronis et les Américains, ou les Français. Mais ça prend un temps fou. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé ça, parce qu'en fait c'est toujours d'aller un peu plus loin, plutôt d'avoir le 5e volet de l'inspecteur Bidule, qui a son 15e cadavre. Oh là, il a des trucs, des signes astrologiques sur son corps. Donc c'est quand même du polar un peu pourri aussi. Je vois pour la Sibérie, les Russes guignent la fonte des glaces quand même pour aller fouiller le sol. Et c'est vrai que les natifs, ils ont un respect de la nature que nous. Et je voulais revenir là, parce que dans Zoulou, vous dites que vous écrivez, si je vous ai bien compris, que les Maoris n'étaient pas les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, qu'il y en avait d'autres avant eux. Ouais, et que malheureusement, ils les ont aussi exterminés. Il n'y a pas d'angélisme non plus à avoir par rapport au peuple premier, autochtone, en fait, quoi. Il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les méchants occidentaux contre les gentils autochtones. En Amérique surtout en Amérique du Nord, toutes les tribus indiennes se faisaient la guerre. En fait. Quasiment toutes, il y avait quelques alliances, voilà. Mais malheureusement, l'être humain est un animal plutôt bagarreur, en fait. Sauf s'il est isolé. En fait, s'ils sont peu nombreux, là ils sont pacifiques.
parce qu'ils ont besoin les uns les autres. Et ils sont un peu trop nombreux, mais les Maoris, comme eux, ils venaient d'Hawaï en pirogue, enfin, ils étaient très loin quand même, quoi. Donc ils ont colonisé un petit peu tout. Effectivement, il y avait les Moriori, dont visiblement c'est très peu de choses en fait, quoi, qui étaient un peuple qui était visiblement plus pacifique. Et comme les Maoris, ils ont toujours gardé quand même, ils sont assez guerriers quand même. Hein, c'est comme ça que les Anglais d'ailleurs les ont roulés dans la farine en vendant des armes contre des territoires. Quoi. Et ils étaient assez cons, on peut dire, les Maoris là, pour se dire ce qui compte plus, c'est de tuer mon ennemi, parce que je vais avoir plus de prestige, plutôt que de rouler dans le territoire. De toute façon, ils ne comprenaient même pas ce que c'était. Non, c'est à nous. Plutôt qu'à mettre dans un coin. Ils n'avaient pas compris, propriété privée, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire barbelé. Tout ça, c'était un autre concept. De toute façon, d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie radicalement, nous, Occident, on va dire le Grand Occident, c'est la propriété privée. Et ce bout de terre nous appartient. Quand on achète un terrain pour construire une maison, c'est à nous. Eux, c'est un concept qu'ils ne comprennent pas du tout. Et c'est là où on retrouve tous les pays, tous les territoires et les autochtones qui vivent dessus. Pour eux, ils appartiennent à la terre. Et là, on est irréconciliable. Et là, ça va être dur de faire comprendre la propriété privée. Oulala. Mais cela dit, les communaux, hein, c'est du XIIIe siècle, XIVe siècle en fait. Avant, certes, il y avait le seigneur qui avait son château, et après, les communaux, c'était des terrains communs, en fait, où les gens bossaient ensemble. Il n'y avait pas de propriété privée pour le peuple, entre guillemets, quoi. Et on a commencé à mettre des barbelés sur les communaux pour faire des propriétés privées dans les communaux, puis là, c'était le début de la fin. Et on a quand même vécu beaucoup plus longtemps sans propriété privée qu'avec. Donc, peut-être revenir un jour, j'y crois pas, hein, mais... Ça m'étonnerait. Il y a une autre question ? Oui, parce que comme je parle... Oui. Coupez-moi. Alors, comment vous vient une histoire, en fait, quand vous voyagez? Vous avez une idée et vous essayez de la provoquer, ou c'est parce que vous rencontrez une situation que vient l'histoire? Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai pas trop de méthode. On dit, bon, tiens, il faut absolument que tu trouves tel truc. Mais là, Norris, par exemple, en Sibérie, bon, on m'envoie là-bas. J'avais pas du tout prévu de faire un roman noir là-bas, parce que j'étais en Colombie, donc complètement rien à voir avec cette histoire de Russe. Mais je restais que 10 jours là-bas. C'était tellement dingue. En fait, c'est un des voyages les plus émouvants de ma vie, dont la vie la plus pourrie du monde. Et au début, quand tu arrives, tu te dis pas, oh, chouette, qu'est-ce que je vais m'amuser ici, quoi. C'est un cauchemar pris dans la glace, dans la tempête et tout. Enfin, c'est assez horrible. Et les gens que j'ai rencontrés étaient tellement bien, tellement extraordinaires, avec les histoires qu'ils m'ont racontées étaient tellement géniales, que c'est même le petit guide qui m'a qui était là. Tu écris des polars, t'en fais pas un ici, quoi. Je dis, oh non, t'es gentil, t'as vu la gueule de ton bled, quoi. Et puis après, en fait, en rentrant, il me manquait tellement. Je dis, en fait, tu vas faire un bouquin là-bas. En fait, mais juste parce que eux me manquaient, mes petits Russes. Et comme je suis resté en contact, il y en a un qui parle bien anglais, et du coup, on est sur les réseaux sociaux, enfin, pas trop fliqué par Poutine. Donc, on a communiqué comme ça, mais au début, c'était juste parce que cette ville est extraordinaire, elle ressemble à plein d'autres. Ils n'avaient jamais vu, les gens que j'ai rencontrés n'avaient jamais vu d'étrangers, tellement c'est isolé, en fait. C'est l'ancien goulag, il fallait rencontrer du FSB pour y aller, service secret et tout. Donc en fait, moi j'y suis allé parce qu'il y avait par un concours de circonstances qui a fait que on a pu se voir. Mais c'était tellement rare ça que je me suis dit, écoute, je vais trouver un meurtre. Hein, il va se passer un truc. Hein, mais bon, ça c'est presque un détail en fait dans l'histoire. L'idée c'était de faire découvrir cette ville incroyable et surtout les gens qui étaient dedans. Et d'où c'est un roman qui est assez choral en fait. Il y a vraiment plusieurs personnages qui sont tous assez développés. Il n'y a pas un héros et un flic qui suit l'histoire, mais c'est l'histoire d'aller voir les autres, quoi. Mais par contre là, donc je suis reparti, je suis sur les animaux sauvages, parce que je vais être tueur de braconnier quand j'étais petit. Donc c'est mon côté Gary Chessman, je pense que j'ai pu quelque chose. Quoi. Et là c'était pour la défense des animaux sauvages, un bouquin contre le braconnage. Mais alors, je suis parti là-dessus. Aucune idée de qu'est-ce que va être l'histoire, etc. C'est plutôt les thèmes en fait. En Argentine, c'était le grand-mère à la place de mai. La recherche des disparus, les bébés, etc. Volés par la dictature, redonnés aux proches. C'est des sujets tellement forts en fait que après je me dis, je vais trouver des personnages, je vais croiser des gens qui vont m'émouvoir, ce qui arrive toujours en fait. Quand tu es vraiment impliqué par
quelque chose, t'es à 100% en fait. Quoi. T'es écorché en fait. Quoi. Le moindre truc te touche. Quoi. Mais là, ouais, dingue et tout. Quoi. Du coup, ça nourrit le livre en fait. On dirait que les crimes, c'est toujours des prétextes, mais c'est pas des prétextes, c'est quand même des choses qui sont liées intimement à l'histoire du pays, souvent, et au personnage. C'est pas chose qui... Sinon, vous ne mettriez pas de crime. Oui, mais en Afrique du Sud, en fait, je prends cet exemple-là, parce que quand j'étais avec Jérôme Salle, pour le moment, j'ai fait le film, on découvre une jeune blanche, plutôt favorisée, dans un parc botanique absolument massacré. Et en fait, elle me servait, elle, à décrire la société blanche de bonne famille afrikaner, donc à l'ancienne de l'apartheid. Donc socialement, en fait, elle me servait socialement. Et après, il se trouve que, évidemment, quand tu empêches les gens de faire quelque chose, tous des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, évidemment. Et donc, du coup, elle allait s'encanailler dans les bars de noirs, oh my god, et du coup, des milieux plus défavorisés, donc qui permettent d'en parler. Et puis ça mène dans les townships, donc de parler des townships, et du coup c'est... Mais au final, par rapport à l'Afrique du Sud, c'est une blanche qui a pris de la drogue avec un noir. C'est pas... voilà, c'est un prétexte aussi pour... C'est pas un crime politique lié à une chose très particulière. Non, mais il y a des implications, arriver, il y a des implications quand même. Dans ma Mapuche, si, en fait. Puisque les disparus, c'est comme les dictatures, etc. Mais pour moi, c'est un prétexte aussi, enfin, très social, en fait, pour parler d'un... quelqu'un, meurtre à Argenteuil. Alors je ne connais pas bien la sociologie. Ça a déjà été fait, je pense. Il y a déjà eu des meurtres à Argenteuil. Non, mais il y a je ne connais pas les populations populations qu'il y a, les riches, les pauvres, les descendants d'immigrés, etc. Dans l'histoire de la ville, enfin, je pense que si je devais faire un truc, je chercherais en historique et sociologie, qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi en fait les problématiques de la ville pour essayer de trouver effectivement un meurtre qui pourrait parler de la ville en fait. Comme vous parliez de Zoulou, j'ai vu que vous n'avez pas fait le scénario. Comment vous êtes intervenu dans le film? Généralement, en fait, quand un producteur appelle Gallimard ou machin, il dit tiens, on veut faire un film, est-ce que l'auteur est d'accord? Ou l'auteur n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas qu'on touche à son œuvre, parce que c'est son œuvre, machin. Ou on lui file un chèque. Et il était là, ah, t'en veux ou t'en veux pas? Non, on peut voir ton chèque. Après, ça dépend qui le fait, en fait, le film. Mais là, c'était Jérôme Salle. Moi, j'ai dit au producteur, ok, mais vous me laissez écrire la première version du scénario. Et puis, en fait, j'avais bossé avec le réalisateur. Puis, en fait, on était allé jusqu'au bout. Sauf qu'ils avaient une assez mauvaise idée. Parce que le réalisateur, c'était pas Jérôme Salle à l'époque, c'était un mec qui faisait des comédies, en fait toujours d'ailleurs. Donc, rien à voir. Mais en France, on aime bien mettre les gens dans des boîtes. Donc si tu fais des comédies, tu es incapable de faire un film de genre ou un film, un polar. En Amérique, ça pose pas de problème, ça. Chez nous, si. Bon. Mais sauf que le problème, c'est qu'il voulait faire ça avec Vincent Cassel, parce que voilà, le réalisateur et Cassel s'entendaient bien, donc ils disaient, tiens, Cassel, sauf que qu'est-ce que peut faire un Français dans Zoulou en fait, voilà. Donc c'était une mauvaise idée, donc j'ai tort le scénario, et du coup ça s'est pas monté. Il était censé être français? Bah oui, ouais, parce que Cassel, même s'il prend un accent, on voit bien qu'il n'est pas afrikaner. Bah, Orlando Bloom, il n'est pas afrikaner non plus. Mais si, en fait. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, il a grandi à Londres, en fait, mais son père est sud-africain. D'accord. Et il est revenu, mais sauf qu'il a grandi à Londres. Et en fait, quand il a eu le rôle, il a passé 3 semaines assez frais avant, en Afrique du Sud, pour retrouver le berceau un peu de son histoire. Il avait un coach aussi Oui, parce qu'il parle beaucoup. Il parle anglais, mais avec l'accent afrikaner, comme Forest Whitaker a l'accent zoulou en parlant anglais. Donc c'est marrant parce qu'ils avaient des coachs africains et zoulou, mais pour parler anglais. Mais l'anglais, c'est quand même leur langue naturelle. Forest Whitaker, il parlait un petit peu, il y a un peu de afrikaner quand même. Je suis très mauvais acteur. Mais c'est comme si nous, on parlait un peu. C'était un film. Non, mais ils ont l'habitude, les Américains. Oui, en plein d'accent. Super. Ouais. Donc vous avez écrit un premier scénario. Qui s'est pas monté, et quand j'ai rencontré Jérôme Salle, qui lui travaillait avec son scénariste attitré, il m'a dit bah, écoute, moi c'est mon scénariste, on travaille comme ça, c'est une équipe. Et j'ai dit bah oui, de toute façon là, ce qui compte c'est. En plus, mon scénario il était moins bien, parce qu'il était tordu par cette histoire. Ouais, bien sûr. Donc c'est mieux comme ça.
Ouais. Et surtout que bon, souvent c'est un mauvais plan en fait de faire le scénario de son propre. On a déjà réfléchi à tout, donc en fait on Ouais. risque d'être plus scolaire, en fait, donc de coller vraiment au. Bah ça colle pas mal, hein. Ça colle pas Oui, mal. mais en plus tu as été fidèle, mais souvent on colle un peu trop Mm. et on n'est pas forcément le mieux placé, enfin, je me rends compte avec le temps. Ouais, ouais. On peut aider. Tout à fait. Enfin, très bon film. Je recommande. Vous l'avez vu? Plein de gens qui l'ont Zulu, vu. ouais. On l'a à la bibliothèque. Très bon livre, ça. Très bon livre, évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Enfin, évidemment. Mais bon, dans le livre, il n'y a pas Orlando Bloom. Faut s'imaginer, quoi, c'est ça. C'est ça. Hein, d'autres questions? Parce que je me rends compte que j'ai un peu monopolisé la parole. Oui, donc on parlait du travail d'adaptation. Il y a aussi, vous avez fait des scénarios de BD. D'ailleurs, votre dernier ouvrage, c'est une BD. Et alors, ça se passe comment de faire un scénario de BD? On est obligé de travailler avec quelqu'un? Mais c'est super ça. Ah bon? Travailler avec quelqu'un, quoi. Quand on écrit du roman, on est tout seul toute la journée. Enfin, moi, du moment où je me lève jusqu'à 19h, en fait, je suis tout seul. Donc c'est cool, hein, parce que j'adore, hein, je suis dans mon trip, mais en fait, je suis en auto-hypnose. Mais après, bon, c'est pour ça qu'à 19h, apéro. Il faut que je m'entraîne pour la série. Bah, donc je m'étais entraîné depuis longtemps. Mais on va toute la journée tout seul. Et le fait de travailler avec quelqu'un, que ce soit écrire un scénario pour un film ou pour une BD, en fait, c'est assez proche. Hein, vraiment et au niveau technique et au niveau de tout le reste, en fait, c'est quand même vachement agréable de se mettre au service de quelqu'un. Parce que comme il y a des interactions, vraiment tu es tout seul, et là tout à coup, on est passionné par la même chose, un projet qui se passe dans tel pays ou autre. Et en tout cas, voilà. Et on voit le working progress, que ce soit les premières esquisses de dessin ou les premiers plans, le premier casting. Ah tiens, avec machin, avec bidule, c'est trop bien. En fait, là avec Jérôme Salle, on a créé un film ensemble cette fois-ci, vraiment tous les deux, qui se passe en Sibérie aussi. C'est parce que je revenais de Sibérie qui m'a dit ah, tiens, j'ai envie de faire un film. Et ça s'appelle Compromat, en fait, avec Gilles Lelouch, ça sort en septembre. Et je l'ai écrit il y a 4 ans. En fait, c'est des projets au long cours, en fait, les films et les BD, parce que quand tu écris, je suis avec Corentin Rouge, donc c'est le dessinateur qui est vraiment formidable, quoi, qui est de la BD qui est sorti il y a 3 mois, là, qui s'appelle Sangoma, qui se passe en Afrique du Sud aussi. Et puis, il y a tout un passage, il y a une course-poursuite dans un township, en fait. Et la course-poursuite, moi j'ai mis, on va dire, 7 minutes à l'écrire. Et lui, il a mis 7 semaines. Parce que ça fait des planches et des planches. Et, donc du coup, quand toi tu mets 15 jours à écrire un scénario, lui, il met 15 mois. En fait. Donc forcément, on n'est pas sur la même économie. Et le cinéma, c'est pareil. À partir du moment où tu écris le scénario, même si tu écris avec plusieurs versions avec le réalisateur, etc., entre le moment où il trouve l'argent, les castings, puis après ça bouge tout le temps, les agents, les machins, le lieu de tournage, les repérages, tourner, monter, la date de sortie, c'est le Vendée Globe à chaque fois, quoi. Donc c'est toujours des aventures, tu commences, tu sais jamais si ça va pas s'arrêter en plein milieu, parce que ça arrive souvent. Mais du coup, c'est bien, parce que du coup, tu n'es pas tout seul. Et je me suis rendu compte que quand des lecteurs viennent me voir, me dire Zulu, j'ai adoré Zulu, c'est le meilleur film que j'ai, le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, par exemple. Ça fait plaisir, hein. Mais t'as pas la larme à l'œil, merci, je suis tellement touché, puis je suis tellement. Non, parce qu'en fait, tu l'as écrit 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, l'émotion, elle te traverse en tant qu'auteur, c'est quand tu écris. Et quand la fin c'est fini souvent, en plus ça finit mal, et quand ça sort, déjà il s'est passé 3, 4, 5, 6 mois, donc déjà tu es déjà sur autre chose, donc tu n'es plus vraiment dans le truc. C'est pour ça que moi j'aime bien quand les gens sont en train de le lire, je dis vous êtes rendu où? Parce que là du coup tu reviens en direct avec eux, comme quand tu as écrit. Et je dis là, vous pensez quoi, machin, et là du coup il y a un petit suspense qui se passe, quoi. Mais par contre, quand tu fais un truc avec quelqu'un d'autre et que ça marche, mais du coup, Jérôme Salle, on a fait la clôture du Festival de Cannes, et voir la standing ovation avec Forest Orlando et tout, mais moi j'étais caché sous les sièges, en train de pleurer. De joie, enfin de honte, de pleurer dans tout le monde, mais de joie pas parce que c'était mon film, du tout, j'étais passé. Moi j'étais une des mains qui faisait qu'on arrive jusque là, mais tout ça pour arriver là,
c'est magnifique, quoi. Et là, du coup, l'émotion, elle est multipliée par 100. En fait. C'est de toute façon, ce qui compte, c'est l'empathie. Hein, c'est comme faire l'amour tout seul. Mais il n'empêche Les gens aiment bien. n'empêche, ça passe. Alors, vous aimez bien écrire tout seul quand même c'est un moment privilégié ou vous préférez voyager, préparer Moi, je préfère écrire. En fait. J'adore ça, en fait. Donc vous êtes quand même... Mais parce que je voyage, en fait. Hein. Enfin, j'adore voyager, mais je ne peux pas voyager tout le temps. Là, on est parti en Namibie en septembre, tout le mois avec ma fille. C'est la première fois qu'elle me suivait pour un livre, etc. C'était fantastique. Pas parce que c'était... juste être dans un endroit où tu as des animaux autour, dormir dans les petites tentes comme ça, au milieu des lions, parce qu'on a mis en Namibie, il y a un coin où tu peux... les animaux sont là, donc tu vis avec eux, ou pas. Mais papa, c'est la vraie vie, ça. Je sais ce que tu veux dire, mais c'est pas la vraie vie, non. On ne peut pas passer une vie de voyage, ou alors t'es rentier, mais après tu t'ennuies, de toute façon, au fur et à mesure, quoi. Donc il y a des émotions qui sont hyper fortes dans le voyage, parce qu'elles sont assez courtes, en fait, et on le sait, on sait qu'il faut profiter absolument de ces moments, en fait, c'est ce qui en font son... Alors que l'écriture, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est une routine. Et quand je vois Nadal, le tennisman, là, tous les tics qu'il a avant de servir, t'es là, il est pénible, quoi. Que tu veux pas prendre la balle puis la balancer, quoi. Et non, en fait, c'est des routines, il prend toujours les mêmes lignes pour aller... En fait, je me rends compte, mais je fais exactement pareil le matin. Je me réveille, hop, je lis, tac, 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 la douche, prends la douche, tu réponds, le journal de France Culture, 12h30, pas 32, 33, non, 12h30, France Culture, 12h50, c'est fini, journal, la bouffe, voilà, 19h, C'est pire que le bureau. c'est la routine, c'est une routine, mais que j'adore, parce qu'en fait, c'est ça qui te concentre. C'est pour ça que, tu vois, ils ont tous des tics, des machins, en fait, tu sais que... Et tu te concentres en fait. Et l'écriture, c'est que la concentration. Et vous revivez un petit peu votre voyage. Complètement. Là, ça fait des mois, là, je suis toujours en Namibie, là, parce que c'est mon livre. Et donc, l'ordinateur, j'ai l'odeur de la brousse, j'ai les départs, j'ai les trucs. Et là, je voyage en fait. Vous allez le sortir quand, vous pensez Au printemps 23, si tout va bien. Ah oui, c'est pas encore fini. Faut que j'y retourne. C'est gentil d'être venu parce qu'il y a des écrivains qui n'aiment pas, quand ils sont concentrés sur un roman, ils font rien d'autre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma chérie. Et donc, il faut que j'organise la fête en rentrant. Donc, j'avais que cette journée, j'ai fait des courses ce matin. Donc, cette journée était un peu morte. Ah d'accord, très bien. Pour l'écriture, hein, je veux dire. Ah oui. Ouais, donc vous êtes dit mort pour mort, autant que j'aille à Piquiotte. C'est un peu ça. Je suis un psychopathe. Hein. C'est vraiment moi, au téléphone, me dit ah ouais, vous venez et tout. J'étais en région parisienne, parce que j'habite Paris, et je regarde la distance. Parce que des fois, on m'invite à Menton. Je dis ok, il fait beau, c'est gentil et tout, mais j'en ai pour 2 jours. Ah bah oui. Et là, c'est pas possible. Ah bah non, Argenteuil, c'est 10 minutes, c'est un hasard, donc c'est vrai que... Non. Ah oui, de Saint-Lazare. Oui. Non, mais je suis à la minute près, c'est petit quoi. Ah oui, dites donc, pitié. Mais quand mon père m'appelle, je ne réponds pas. Il met toujours une demi-heure, mais oui, il parle. Je dis, mais papa, si je réponds, il me déconcentre. Pas aux heures. Tu es au milieu des lions, t'imagines, t'es au milieu des lions et tout, puis hop, stop. Alors, attends le lion. Non. Bon, en tout cas, vous êtes très réactif, hein, donc vous répondez quand même. Vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire, vous êtes très réactif. En ce moment, ça s'accumule. D'accord. Et puis des fois, il y a des petits mots de gens gentils, en fait. Quoi. Pour trouver mon mail, il faut être dans le site qui est tout hyper vieux, il faut aller au fond du truc et tout, mais il y a quand même des gens qui font cet effort en exploration. Quand ils t'envoient un petit mot, la moindre des choses, c'est de leur répondre, en fait. Quoi. Et des fois, sauf sur Facebook, c'est trop de monde, mais des invitations, quand tu répondre, c'est la moindre des choses. Et en plus, souvent, dans l'audiovisuel, parce que j'ai plein de projets, etc., tu bosses avec des prods, des boîtes des maisons de production, etc., ils sont là, ouais, super, t'es génial, toi qui ont besoin de toi, t'es génial, t'adores, machin et tout. Et puis, hop, le sujet est prêt, ils l'envoient aux chaînes, et là, tu l'as pas.
une réponse. Tu les vois plus. Tu ne sais pas. Les mois passent. Et t'as des nouvelles, machin? Je dis, bah non, aucune nouvelle. Ni de la prod, ni rien, aucun retour. Et je dis, en fait, juste, on a travaillé ensemble pour dire, bon, bah, je sais pas, on a proposé ça à Canal, ça va marcher. Bon, bah, au moins, tu le sais. Bah, rien. En fait. Et je me dis, bon, donc j'essaie de pas me comporter comme ceux que je serais un connard, quoi. Je vois. Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et vous? Dans les évolutions des textes de votre écriture, moi je trouve qu'il y a une évolution. Je trouve que vos premiers textes étaient plutôt du coup côté stéréotype. Enfin, là on sentait plus des personnages linéaires. Et là, dans le dernier, on est vraiment dans des personnages très fouillés avec des atmosphères qui sont très poussées. Je sais que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt pays chaud. Moi, j'aime bien la chaleur aussi, ça m'allait bien. Et j'avoue qu'au tout début du dernier, je me suis dit, je ne sais pas si vous y arrivez, tellement l'atmosphère, le froid, ça se sentait dès les premières pages. Et du coup, je me demande si vous avez conscience de cette évolution ou pas, ou si ça se travaille différemment. En fait, oui. Enfin, il y a plusieurs choses. En fait, c'est que quand, bon, à l'époque de Haka ou tout, j'avais 30 ans en gros, quoi. Donc j'étais un peu punk. Donc bon, déjà au niveau violence, comme ça, forcément, on sait aussi moins de choses. On est moins. L'avantage de vieillir, quand même, c'est qu'on s'affine. En fait, quoi. On perd nos gènes, je sais pas quoi. Enfin bon, on pourrit un peu sur place, mais enfin, par contre, on s'affine. En fait. Donc on compense quand même assez largement. Pareil aussi, quand vieillissant, on devient vieux con, etc. Mais je pense que c'est pas du tout le but de la vie. En fait, c'est au contraire de s'affiner et de devenir de plus en plus fin ou fine sur plein de sujets, quoi. Donc l'écriture participe de ça aussi, parce que en fait, c'est un peu le même processus. Parce que ce que tu apprends de ta vie, elle te met des nuances. Et là, ce qui est un peu désolant aujourd'hui, là, avec certains discours, c'est ou noir ou blanc. En fait, quoi. Donc, ou t'es comme ça, ou t'es comme ça, c'est 0 ou 1. En fait, alors, toi, il y a la cancel culture, enfin, il y a des trucs comme ça. Les gens sont éliminés, mais des fois, par méconnaissance des sujets, en fait. Et alors, je trouve que l'intérêt, c'est pas ça du tout. Au contraire, en fait, l'humain, c'est que des zones grises. Hein. Elles sont plus ou moins blanches et plus ou moins sombres, mais c'est que des zones grises. On n'est pas que tout noir ou tout blanc. Anthropologiquement, c'est idiot. Enfin, c'est impossible. Puis ce serait ennuyeux, en plus, quoi, si c'était si marqué. Et aussi, des pays, parce que c'est vraiment un peu le grand écart entre Paz, en fait, qui se passe en Colombie, et donc l'aide qui se passe en Sibérie. C'est qu'en Colombie, au début, j'étais pas forcément parti pour un thriller politique, hyper violent, etc. Sauf que rattrapé par l'ultra-violence du pays, rien qu'en faisant la documentation de ce pays-là, on sait tous que la Colombie est violente, la drogue, etc. Mais c'est rien, enfin, pourtant j'ai l'imaginaire bien pourri pour ce genre de truc, j'ai mon diplomatique et tout, donc je suis un peu toujours au courant des exactions qui sont faites, mais là, on les a mis sur des pays, j'étais là, ah non, mais j'étais très loin du compte. Et je dis, l'histoire de ce pays est épouvantable. Le jour où Christophe Colomb a foutu les pieds, a donné son nom à la Colombie, le cauchemar. Et le cauchemar n'a fait que s'accélérer, et en plus, pour des raisons très spécifiques à la Colombie, en fait. C'est vraiment très étrange, en fait, ce pays. Et au bout d'un moment, et en étant sur place, c'est le seul pays où j'ai reculé. En fait, il y a des endroits, où tu dis, ah, je ne vais pas traverser la rue. Je ne vais même pas faire les 7 mètres qui me séparent d'en face. Et après, on m'a raconté pourquoi. Et j'ai dit, en fait, ton corps, il te dit, ah non. Et c'est le seul pays où j'ai reculé. En fait, j'ai dit, ah, on va pas là, on va pas là. Et des fois, tu es sur une place du village perdu dans les Andes, voilà, où tout va bien, tu as des gamins qui jouent, des mecs qui sont à cheval, avec, à l'ancienne, etc. Tu as l'impression, enfin, un truc assez folklorique et très joyeux et plein de couleurs. Puis tu fais 100 mètres, tu vas dans le mauvais côté, et là, c'est le coupe-gorge. Mais, et puis les gens me disent, et là, donc tu es là. Bah, du coup, évidemment, j'ai fait un bouquin hyper violent. Ça, tout est hyper violent là-bas. Les gens sont adorables, etc. Enfin, il y a quand même des belles choses, hein, mais je ne pouvais pas faire un bouquin un peu pacifique. Alors que l'aide, c'était la violence, elle est de la surveillance poutinienne, on va dire, quoi, et de l'histoire des Russes. Mais les gens étaient tellement chaleureux et que du coup, ça me laissait beaucoup plus de place pour toutes ces nuances. En fait, quoi. Et j'avoue que c'est ce que je préfère écrire, parce que ça me fait aller plus loin. Quand j'ai fini Page, je me suis dit, bah écoute, dans le genre polar politique, bah 20 sur 20. C'est pour me dire ça, et j'ai dit, bah,
tout est, vu la complicité du truc, t'as coché toutes les cases. Toutes les cases sont bien, les personnages, là, je dis, bah voilà, t'as fait grave le job, mon gars. Sauf que je l'avais déjà fait, ce boulot-là, avec Zulu, avec d'autres films. Donc, là, je posais toujours à Brel, en fait, attention, bon, je pense que t'as fait le boulot, grave, et par contre, si tu continues comme ça, tu peux en refaire plein comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes copines. À l'époque, t'es content? Je dis pas. Ouais, je suis content, ouais, parce que j'ai bien fait le truc. Mais par contre, j'ai fait ce que je savais faire. Du coup, on sent bien la différence avec le dernier. Ah bah ouais, parce que là, ça explore bien d'autres trucs. Les personnages, ils sont... Enfin, ouais, Dasha, la petite... ce personnage, il y a un peu de Brel là-dedans. Elle aime la mauvaise personne. Elle se fait toute belle, elle est à la fois drôle, enfin moi elle me fait rire en tout cas, ses réflexions sont un peu folles, mais elle t'amène, enfin moi elle m'amène plus loin. Et, alors même si j'ai pris des personnages à droite à gauche que j'ai rencontrés sur place, mais là on touche à l'humain dans des choses, en plus dans ce contexte sibérien tellement incroyable que du coup les choses prennent d'autres dimensions, quoi. De marcher dans la rue quand il fait -60, déjà là tu prends des risques mortels en fait, quoi. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui étaient pour moi beaucoup plus intéressante. Quoi. Et du coup, je pense que dans l'écriture, je trouve que c'est mon livre le mieux écrit, entre guillemets, mais c'est parce que j'ai la place. Parce que quand vous avez une scène de crime, par exemple, quoi, bon, t'as l'inspecteur Bidule qui voit l'inspecteur machin, qui dit oh, bah, tiens, encore un Maccabée. Alors tu peux chercher une formule un peu poétique et ça, mais il y a des passages un peu obligés où souvent j'essaie de les éviter, en fait, quoi, de plus en plus, quoi, parce que ça m'intéresse pas trop. On l'a vu plein de fois, les séries télé, machin, donc. Et si tu fais du polar, tu es obligé, moi qui ai un cadavre quand même, tu es obligé quand même, qui est toujours un peu un légiste, qui te file 2-3 tuyaux pour pas être complètement par-dessus la jambe, quoi. Mais souvent, enfin, je vois encore même en Anibi, là, comme là, tout l'aspect policier, si moi je m'ennuie, le lecteur va s'ennuyer. En fait. Donc il faut essayer de trouver un peu des combines pour avoir la place à l'écriture plutôt qu'au genre, en tout cas, genre polar. Mais alors, parce que moi j'avais lu que justement à propos de ce milieu du polar, vous avez dit que c'était... alors, qu'est-ce qu'il y a que c'était voilà, vous avez dit avoir trouvé votre famille politico-artistique dans le joyeux milieu du polar français. Donc c'est peut-être plutôt ça qui vous intéresse dans le polar, c'est ce joyeux milieu, plutôt que les intrigues. En tout cas, c'est sûr que quand j'avais 28 ou 29 ans, enfin quand j'ai débarqué dans ce milieu-là, si ça avait été très guindé, je me serais certainement très mal à l'aise. Et du coup, et comme j'ai pu faire la différence entre le milieu du polar et puis le milieu de ce qu'on appelle nous de la blanche, en fait, quoi. Faire des effets de cheveux, tout ça. Et puis, je les vois, il y a des gens très sympas, très compétents, mais Kerangal, vous pouvez l'inviter quand vous voulez, c'est la femme la plus sympa du monde qui a intervention. Elle est super sympa. Bon tuyau. Elle est super, ouais. Donc elle est bien dans la blanche, il n'y a pas de souci. Donc il y a plein de gens super, je suis pas en train de dire que, encore une fois, qu'il y a les gentils noirs contre les méchants blancs, mais en tout cas, je suis toujours beaucoup plus mal à l'aise dans la littérature dite traditionnelle, parce que je les vois aussi, des fois leur comportement me font la honte. Il y a des fois, j'ai quelques souvenirs, juste pour prendre les clés d'un hôtel, et quand ils sont 10 devant, ah non, ça ne leur va pas, parce que l'achat, parce que là, il y a 50 personnes qui attendent, si tout le monde est comme eux, en fait, on a pour 3 heures pour prendre la clé. 3 heures. Et ça, je peux leur foutre des claques, tu au cul, là, dégage-toi. Et alors, c'est qui vos copains seul, assez facilement, en fait. Vos copains dans le polar, les gens dans le polar, en fait, vous lisez bien. Quand je suis arrivé, c'est Jean-Bernard Napouy qui m'a accueilli. Moi, j'étais dans un coin, c'était un grand salon, mais c'était assez drôle parce que c'était à Aubervilliers, je me souviens. Et c'était mon premier salon, alors j'avais 27 ans, comme ça, j'avais mon perfecto, parce que c'était vieux, et j'étais vraiment dans un coin les stars, on va dire, au tout milieu, et puis ceux qui étaient moins connus, et les régionalistes, un peu sur les côtés, les tas de côtés. Bon. Et puis, il y a un mec qui arrive, qui dit, qui prend il y a un auteur qui était comme ça, qui a des lunettes, et il dit c'est toi, machin, le mec il dit oui, et là, bah, il lui fout une grande tape dans la gueule, quoi. J'ai dit, voyons, c'est vrai que si, j'espère que tout le monde, tous les auteurs ne prennent pas une tarte dans la gueule. Et en fait, c'est l'auteur qui avait fait un bouquin en s'étant servi de sa fille, il était sorti avec sa fille, puis il avait plus ou moins mis des trucs, enfin, espèce de truc, enfin, en tout cas, ça crée de l'ambiance. Et je trouve ça assez marrant, j'ai dit, bah tiens, bon.
Et puis j'en reviens à la police, un peu, il dit, toi, t'as un peu le plus long que j'avais, et puis toi, t'es un rocker, quoi. Ah, je dis, bah ouais. Il me dit, ah, ça tombe bien, parce que nous, le jazz, hein, et puis nous, il dit, nous c'est ni Dieu ni maître, et ça se passe comme ça. Comme ça veut dire au bistrot. Enfin, toi, alors ça, j'étais barman à Rennes et tout. S'il y a vraiment un truc où j'étais déjà bien entraîné, ça c'était quand même le coude, surtout le gauche, parce que c'est toujours important d'avoir la main droite. Bah oui, libre. Bah oui. Le verre, les femmes, les copains. Un vieux boulot. Donc évidemment, j'étais à la maison. En fait, quoi. Et puis, on est vraiment solidaires entre nous. Quoi. Et dans la blanche, j'ai vu des mecs qui étaient soi-disant amis dans ma vie, et en fait, quand le mec, il avait pris, parce que j'étais témoin des en live, en fait, quoi, ah, c'est lui qui l'a eu, ah putain, c'est l'avantage, voilà, machin. Nous, on n'est pas comme ça. En fait, quoi. Alors, il paraît qu'il y en a, il paraît que je suis neuneux, que moi j'aime tout le monde, mais c'est tout bien comme ça. Dans le pôle avant. Alors, en parlant de la Noire, juste une dernière question. Je voulais vous poser une question sur votre éditeur. Vous avez changé d'éditeur, c'était pour le suivre? Non, en fait, enfin, oui et non, en fait. Des fois, on nous met dans des situations. Bon, je me suis retrouvé chez Gallimard. Au début, c'était un autre éditeur qui était bon. Puis moi, j'ai besoin de travailler sur le texte. En fait, ça paraît un peu étrange, mais il y a des éditeurs qui ne travaillent pas sur le texte. J'ai dit, quel intérêt d'avoir un éditeur s'il ne travaille pas sur le texte? En fait, ils veulent des produits finis. Et comme ça, l'éditeur, c'est pas que travailler sur le texte, mais c'est quand même la base. Moi, je pensais que c'était la base, en fait. Sauf qu'il y a plein d'autres, quand éditeur, tu as plein de contacts, tu as plein d'organisations, en fait, mais tu ne travailles pas sur le texte. Ça, je trouve ça un peu incroyable, en fait, quoi. En fait, il y a peu d'éditeurs qui travaillent sur le texte. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par travailler sur le texte? Quand moi je file un... Vous le texte et en gros, ils le relisent et ils le corrigent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est comme un copilote. C'est-à-dire que quand vous faites un roman, c'est vous qui pilotez. En fait, voilà. Mais donc tu écris ton histoire, tu passes des mois, tu donnes une version. Enfin, bon, il y a plusieurs versions, hein, c'est comme au cinéma. Il y a des auteurs, c'est une version, c'est à prendre ou acheter. Quoi. Moi, ça me semble aberrant, enfin, peu importe les autres. Moi, quand je fais une première version, je sais bien que, comme ça fait des mois que je suis à fond dedans, tout n'est pas parfait, loin de là. Et l'éditeur, il va te dire, ah mais regarde, là, ça va pas du tout, parce que tout est dit, mais tu le dis pas du tout dans le bon sens, parce que là, tu dis ça à ce moment-là, mais en fait on l'apprend là, et c'est des choses, quand on te le dit, tu dis, bah oui, évidemment. Et puis tel personnage, tu sais, il est un peu cliché, parce que tu dis, bah oui, évidemment. En fait, d'autant que c'est un peu incohérent entre tel personnage, elle fait ci, puis après elle fait ça. En fait, c'est pas du tout dans son tempérament, enfin, des choses que tu vois pas, en fait. Un éditeur, normalement, il est là pour te donner toutes ces grandes, il va rien réécrire, hein, mais il va te donner des grandes lignes comme ça, quoi. Et après X version, la dernière version, lui, il va te corriger, toi, carrément, ligne à ligne, ce qui peut ne pas aller. Alors, pas toutes les lignes, mais des fois, des petites incohérences, des trucs qui ne tiennent pas trop debout, etc. Donc c'est un vrai copilote. Donc Aurélien Masson, qui était mon éditeur, que j'ai découvert chez Gallimard, il était très jeune à l'époque, et tout de suite, j'ai vu que c'était lui. Tout ce qu'il m'apportait dans le bouquin, il avait tout de suite compris. Il dit, non mais la scène pivot du livre, c'est ça. Je dis, ah, enfin. Parce que l'autre, il dit, je n'ai pas compris, il disait que c'était grotesque. Je dis, enfin, l'éditeur d'avant me dit, sur la même scène de Hutu, dans le club échangiste, là, qui fait tout pivoter, parce qu'en fait, tous les tueurs sont là, mais on ne sait pas à ce moment-là, mais bon, vu l'état du héros, il ne le voit pas non plus, mais c'est là où tout bouquin bascule, et l'éditeur, le premier, il ne l'avait pas vu. En fait, il est grotesque, cette scène, en fait. C'est pas gagné, cette affaire, en fait. Et Aurélien, lui, avait dit, il a absolument tout compris. Il dit, non, en fait, c'est ça qui va. Donc, on se garde, puis après, il y a Zoulou, puis en plus, à l'époque de la série noire, elle était en train de changer du petit format au grand format, donc les libraires croyaient qu'il n'y avait plus de série noire, donc il fallait reprendre à zéro, et quand on est seul contre tous, alors là, j'adore. C'était hors de question que je l'abandonne, quoi. Parce que là, on avait tout à créer, en fait. Et du coup, on a fait tous nos livres ensemble, mais sauf que 15 ans plus tard, je dis, ce con-là, parce qu'on est potes, et il me dit, ouais, bon, bah, voilà, ça fait 20 ans que je suis chez Gallimard, on me propose, j'ai l'occasion de monter ma collection ailleurs, viens. J'ai dit, rien, il n'y a rien après Gallimard. Enfin, je demandais à n'importe qui, en fait. Ah, tu connais Le Seuil? Non, ben, monsieur. Gallimard, même quelqu'un qui n'a jamais lu un livre, il connaîtrait Gallimard, c'est sûr, en fait. Et toute l'équipe qu'il y a derrière, moi je m'entends bien avec tout le monde, et quitter une équipe, c'est un peu quitter une famille, quoi. Alors,
on part pas en vacances ensemble, hein, mais quand tu t'entends bien avec tout le monde, bah, tu es à la maison. Quand j'arrive chez Gallimard, la première fois, tu vois, la Castafiore, le mar partout. Puis au bout d'un moment, en fait, bah, toi, quand la fille à l'entrée, elle te connaît, puis pour peu que tu ne prends pas de haut, eh ben, tu as joué un petit mot sympa, une petite blague, donc ça devient sympa comme ambiance de travail. C'est parce que j'y vais pas souvent, en fait. Et donc, quand il est parti, j'ai dit, écoute, Aurélien, là, tu me mets vraiment tu me mets dans les mains, parce qu'en fait, si je quitte Gallimard, je vais trahir Gallimard, et si je ne viens pas avec toi, je vais te trahir. Donc, en fait, ça va être de ma faute. Et donc, en fait, c'est l'éditrice qui a pris la suite d'Aurélien, en fait, qui en plus qui est une super amie, qui m'a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire, parce que là, je ne pouvais plus écrire. Hein. Parce que comme il faut se concentrer pour écrire, comme là, j'allais trahir quelqu'un de proche, en fait. Elle m'a dit, écoute, tu t'en fais un chaque. Ah d'accord. C'est elle qui m'a dit, je dis, écoute, bien raison. Et donc, comme la Colombie, Aurélien, il avait vu, ouais, mais ça, t'as déjà fait et tout. File-moi plutôt les PD en Russie, là. Les PD en Russie, c'est une blague, hein, il y a 2 homos dans l'aide. Et le suspense, c'est est-ce que ces homos, vous connaissez l'homophobie de Poutine, enfin, avec tout ça, est-ce qu'ils vont. C'est pas qui a tué le pauvre Nenets, c'est est-ce que ces deux hommes qui s'aiment vont être découverts ou pas. Enfin, c'est un peu, donc, ça, c'était plus de la fibre d'Aurélien. Et du coup, j'ai fait un one-shot, comme on dit, j'en ai parlé à Antoine, hein, Antoine Gallimard. Enfin, Parce les qu'ils Caraïbes, n'aiment pas c'est trop bien. ça, ils n'aiment pas trop ça, quand même, on aille faire des trucs chez les autres. Quoi. Et je dis, écoutez, Antoine, c'est rien. Pour le polar, les Caraïbes, c'est quand même bien. C'est très très bien. Ah bah c'était super, on a fait un super boulot avec Aurélien, j'ai retrouvé toute la complicité qu'on peut avoir sur un texte. Quoi. Très bien. Alors, y a-t-il Ouais, j'avais une question par rapport à un point qu'on avait vu au début sur cette espèce de statut un peu bizarre qu'avait le polar, et encore, même encore aujourd'hui, qui était considéré par beaucoup comme un sous-genre, un roman de gare, alors qu'on a des excellents livres en polar qui sont faits. Comment, quand on est auteur de polar, on vit avec cet avis des gens parfois négatifs sur ce qu'on fait? Alors c'est un succès énorme au final. Ouais, bon, je pense que les lecteurs, ils s'en fichent un peu. Hein. Oui, Et puis, j'ai traduit dans pas mal de pays, en fait, c'est en littérature. On est vraiment, en France, on est très cartésien, hein. On met spécialement les choses dans des boîtes, mais souvent, en fait, après, il y a plein de pays qui sont en littérature, en fait, donc il n'y a pas de... Alors, c'est la littérature noire, bon, c'est violent, etc., mais en plus, il y a plein de romans de blanches qui sont violents aussi. Donc, en fait, c'est un peu comment on dirige, quoi. Moi, ça m'amuse et ça m'agace, quoi. Ce qui m'agace, c'est que j'entends plein de gens dire « Ah non, j'ai jamais de polar, j'aimais polar. » J'y vais pourquoi? Ah mais j'aime pas ça. Donc, et vous avez lu? Non. Bon, on vient aux journalistes d'avant. Donc c'est un peu comme dit ah moi j'aime pas de musique, moi j'aime pas la musique. Mais t'as écouté la musique? Ah non, j'aime pas la musique. C'est pas idiot, non? Enfin, selon son tempérament, on est forcément on va trouver un polar qui nous intéresse. Qu'il soit violent, qu'il soit drôle, parce qu'il y en a certains, c'est assez difficile à écrire, mais lisez Le Jardin du Bossu. Trop marré, quoi. C'est un polar, parce que France Barthel s'est trouvé à ce moment-là dans le truc polar, mais il y en a pour tout le monde, en fait. Donc, en fait, je m'en fiche un peu. Moi, je n'ai pas de questions, mais pour faire écho aux autres conversations, pour avoir lu beaucoup de choses de votre production, je trouvais qu'avec l'aide, vous aviez franchi une marche par l'émotion que ça dégage, etc. Puis en entendant tout le monde, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on peut conseiller l'aide à quelqu'un qui dit « je ne lis pas de polar ». Carrément. Parce que c'est vrai, enfin, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais c'est l'humanité, tous ces personnages qui est intéressant. Ils vont trouver qui a tué, mais... Ouais. C'est 2 pages. De toute façon, on voit bien au bout de 50 pages que... C'est pas... Non, vraiment... Donc c'est bien. Et après, il faut trouver aussi, à madame, en fait, il faut trouver le terrain de jeu, en fait, quoi. Oui. Faut pas que je retourne en Colombie, ou des pays qui ont autant souffert, parce que là, je n'aurai pas la place. Merci, vous êtes gelé pour moi. Parce que je peux vous assurer. C'est elle qui me l'a collé dans les mains. Hein. Et ben merci, parce que j'ai eu froid, moi. Mais
C'est l'excès. J'ai pris l'apéro après. Ah, bah, il faut réchauffer un peu. Oui. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure comme ce qui prenait le plus de temps dans l'écriture, à savoir le travail sur les personnages. Comment vous travaillez justement sur les personnages? Est-ce que ça vient tout en écrivant ou est-ce que vous préparez quelque chose en amont? C'est vraiment. De toute façon, les premières versions, je dis, c'est des Playmobil. Oui, ils sont un peu débiles comme ça. Et je les vois évoluer. Enfin, faut les décrotter un peu, les débroussailler. En fait, au départ, c'est parce qu'un personnage, Cyrano de Bergerac, il n'arrive pas comme ça, quoi. Même si tu l'as dans la tête, ben, c'est tirade, elle peut pas être terrible. Ben, ouais, il faudra travailler un peu. Hein, si tu as une idée de personnage un peu comme ça. Et des fois, c'est ça qui est bien. En fait, c'est que c'est en retravaillant en fait, que tu vas commencer à connaître les personnages. Et là, dans mon dernier livre, celui que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai parti sur une opposition entre un propriétaire terrien qui a une réserve et puis une ranger. Puis en fait, il y a une jeune femme en fait, locale qui arrive un peu dans l'histoire parce que le mec est trop tout seul, il faut qu'il ait une altérité chez lui. En fait. Et donc je me tiens. Ça va te permettre, tu vas prendre une jeune femme, ça va changer les années, et puis c'est une autochtone, tu vas pouvoir parler un peu de main. Puis au départ, elle était un peu figée, elle servait de faire valoir, entre guillemets, au personnage. Et puis à un moment, mais ça c'était vraiment au fil du dialogue, en fait, qu'ils échangeaient, et elle, je sais pas, j'ai trouvé une façon d'écrire, sa façon de parler assez étrange, en fait, quoi, qui fait pas mal d'anacolutes. L'anacolute, c'est quand tu commences la phrase et puis tu dis la fin, mais il manque la moitié. Et il manque le milieu. Donc on voit ce que tu veux dire, mais il manque un truc. Donc ça, alors, j'ai appris le mot parce que je ne savais pas ce que c'était. Une correctrice qui fait beaucoup d'anacolutes. Je me dis bien sûr, qu'est-ce que une anacolute? Et du coup, et là du coup, quand je retravaille ce bouquin, ça y est, elle prend tellement de place que limite, elle devient presque le personnage principal. Et ça, c'est la joie de l'écriture et que les choses ne soient pas figées. Comme ça, c'est pour ça que moi j'aime retravailler Oui, en fait, vos personnages s'affinent au fur et à mesure que vous retravaillez le texte. D'accord. Ouais. Même si au départ, je me dis, tiens, il ou elle sera plutôt comme ci, comme ça, taciturne, joyeux, peu importe. Enfin, sauf que. Moi, j'ai pas la science infuse, en fait. Hein, c'est toujours beaucoup de revenir sur le sujet pour essayer d'affiner le personnage et qu'il devienne, qu'on y croit en fait, qu'il soit pas juste un flic, un truc comme ça. Du coup, à chaque fois, c'est conscient ou c'est volontaire de mettre un personnage féminin et un personnage masculin? Parce que globalement, dans vos livres, depuis quasiment le début, à chaque fois, il y a un binôme qui se crée. Si c'est pas l'histoire d'amour, je m'en dis. C'est marrant parce que je sais plus qui disait, enfin bon, l'amour, bon, enfin, c'est super clair. Voilà. Et, enfin, évidemment, de loin, enfin moi j'aime plein de choses, hein, mais l'amour c'est évidemment, enfin, de loin, ce qui est le plus important dans la vie. Enfin, je sais pas, les Bezos, là, non pas Bezos, mais le mec enfin un riche qui est mort, là, qui dit, ah oui, j'étais le plus riche du monde, et puis le mec d'Apple là, et en fait on se rend compte sur son lit de mort que ce qui compte c'est rire avec ses enfants, ses amis. Oh my god, quelle surprise quoi. Tout ça pour ça quoi. Ça semble évident, mais donc du coup, si c'était que des mecs qui se couraient après, qui se tiraient dessus, franchement, moi je m'ennuierais. Alors que dès que tu fais une histoire d'amour, sur les filles, garçon, enfin peu importe, du coup il faut qu'on y croie, et pour qu'on y croie, il faut qu'il y ait de l'amour, et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des trucs. Enfin, il faut qu'eux grandissent en même temps que leur amour, en fait, quoi. Et c'est beaucoup plus difficile à écrire qu'une scène de bagarre. Du coup, après ça, il y en a beaucoup, vous avez précisé en d'autres quand même. Ah oui, parce que si vous dites ça va bien finir, c'est moins bien quand même. Et puis un amour tragique. Les histoires qui disent ma vie. Mais tout ce que j'aime, moi, c'est Brel, c'est Bowie, c'est Jeff Buckley, c'est Samuel, Tamior, tout ça, sur la musique, en fait, c'est toujours. Moi, j'aime le tragique. Ça me dit. Du coup, je suis très midinette. Et là, dans l'histoire d'amour, là, dans mon livre que je suis en train d'écrire, j'ai eu le premier retour de Adolphette,
mon éditrice, elle est bien dure, elle me dit, ah ouais, mais t'es vraiment une midinette, on n'y croit pas. Je dis, mais toi, tu crois pas à l'amour, mais c'est pas que j'y crois, c'est que j'en ai besoin, moi. Et là, dans mon cas, ils s'aiment. C'est pas là, ouais, bon, tu veux pas passer tes histoires d'amour un peu là, qu'on aille un peu plus dans le. Non. Mais j'adore, en fait, créer des couples. Parce que en fait, quand tu passes 2 ans à écrire une histoire, tu y es. C'est pour ça que vous n'avez pas tué dans Mapuche votre amoureuse. Ah, mais en fait, ce qui est terrible avec Jana, en fait, ou Hana, comme on l'appelle dans Mapuche, c'est que, bon, je pose du truc, elle ne meurt pas. Ouais, c'est dur quand même, hein, mais j'étais réellement amoureux d'elle. Et enfin, c'est pareil, étrange de tomber amoureux d'un personnage, mec, il faut l'ail un peu, quoi. Mais j'étais réellement amoureux d'elle. J'en rêvais la nuit. Vous savez, des fois, on rêve et on se réveille amoureux ou amoureuse. Parce que pendant la nuit, on a fait un rêve d'un personnage, des fois, qu'on ne connaît pas, en fait. Mais la sensation amoureuse, on se réveille avec. Bon, souvent, ce qui est chiant, c'est qu'on se réveille à côté de Pépère ou de Mère, on dit... Merde, putain, donc ça veut dire qu'on a toujours ce sentiment-là en nous. Cet amour fou, on l'a en nous. Parce qu'on peut en rêver. Mais quand on écrit, c'est un peu pareil. En fait. On peut ressentir cet amour qui nous vient de tout l'amour en fait, du monde. Alors, moi, je ne crois pas en Dieu, donc ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'amour qu'on peut éprouver. Et c'est hyper puissant. Hyper puissant. Et ce qui est terrible, c'est que, normalement, comme je dis tous mes personnages, quand ils meurent, là, j'ai toujours un... Je me souviens, un jour, j'ai un bouquin où ça finissait mal. Là, ma copine me dit, j'étais tout pâle. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout pâle? Je dis, non, mais en fait, c'est machin qui est mort. Mais, comme ça. Mais quand tu finis le bouquin 10 fois il meurt, 10 fois tu repasses à la casserole, t'as des vapeurs, etc. Mais bon, une fois qu'il est sorti le bouquin, il est mort. Tu vas pas rester non plus à faire le deuil d'un mec que tu connais pas, que tu as inventé. Il faut s'arrêter un peu. Et sauf que Jana, en fait, comme elle est vivante, j'ai aucune raison de plus l'aimer. Donc j'ai continué à être amoureux d'elle, mais pendant 1 an et demi. Elle me hantait. Et j'ai même carrément changé de copine. Bon, c'est pas sa faute, hein. À Jana, je veux dire. Donc c'est étrange. Mais c'est génial en fait, de pouvoir se créer des émotions pareilles. En fait. Et d'ailleurs, vos personnages s'en sortent pas, mais les enquêtes s'en sortent pas non plus. Généralement, l'enquête avorte. C'est-à-dire que ça donne rien. On sait qui a tué, mais finalement... ça change pas le monde, mais enfin, je refais un peu le truc là. Quand même, les méchants payent tout le temps. Quoi. Ils sont quand même aussi, tous alors... si les gentils sont souvent trucidés, les méchants, généralement, ils passent quand même un sacré salaire. C'est comme ça, c'est ça votre justice, d'accord. Comme je ne le crois pas, malheureusement, on manque de... Mais quand même, les méchants payent, et effectivement, là c'est pour le braconnage, dans mon histoire... Ah non, dites pas la fin. Non mais ça va pas, mon livre, et dans l'histoire, ça va pas être la fin du braconnage, jusqu'à la fin des jours. Oui. Bah non. Oui. Non. Déjà, si tu peux arrêter une entreprise qui pollue, ou le plus grand braconnier du monde, ou le gros salopard, un dictateur et sa clique, déjà, si tu fais ça, c'est des petites gouttes d'eau, mais on est réduit à ça, de toute façon. Oui. Et puis ceux qui ont le pouvoir, ils font rien, pas sauf là, je dis parce que je vois Manu là, et il nous ressort les trucs qu'il nous avait dit il y a 5 ans en fait. Ouais, on va faire ça, je me dis qu'est-ce que t'as foutu pendant 5 ans? J'ai géré la pandémie. Il y a des volontés politiques quand même, quoi. Ils ont fait des lois sur le travail, ils ont quand même fait des lois pour baisser de 5 € les allocations des étudiants, enfin, c'est quand même débile comme truc. Il y avait quand même des enjeux un petit peu plus importants sur la planète, et là, les océans, on va sauver des océans. Tiens, pendant 5 ans. Donc, il va sauver. Ah, j'ai pas entendu. Voilà, c'est à Brest en ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mais non, en ce moment-là, de toute façon, dans les 2 mois qui viennent, là. Yes. Sauver le monde. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous engager politiquement auprès de notre président pour sa réélection. C'est pas le pire. Oh, pardon. Ah non, mais j'ai rien dit, moi. Moi, c'est mon devoir de réserve. Après, de toute façon, on voit bien, Pécresse et la moitié sont des gens qui vont avec Macron, mais c'est les mêmes. J'ai certains potes qui disaient, ouais, j'ai voté Macron, j'ai voté à gauche. C'est la première fois, il dit, oh, tu es sérieux? Donc c'est un peu la même chose, c'est entre trois.
Vous parliez d'écologie, de nature au tout début, et je me demande si vous ne devriez pas vous lancer dans un polar écologique, de terrorisme écologique, un peu comme a fait Norek, je crois. Ouais. Même si je n'étais pas complètement convaincu par son truc, mais... C'est un flic, quoi. C'est un flic, ouais. Ah Ouais. Non, c'est bien, j'aime bien. Non, mais c'était pas mal. J'aime bien, l'idée est bien. Ouais, C'est pas forcément... Mais Il faudra systématiquement que ça se passe hors d'un pays occidental, on va dire, presque. Moi je préfère en fait. Hein. Mais le bouquin que j'ai fait en ce moment, c'est un polar écologique. Hein. C'est autour des animaux sauvages et du taponnage. Là, c'est les animaux terrestres. Et celui d'après, ce sera les animaux marins. C'est une urgence. De mémoire, il n'y a jamais eu d'action qui s'est passée chez les aborigènes d'Australie, hein, je crois pas. Non. Non. Et ça vous a jamais titillé, Nouvelle-Zélande, on n'est pas loin, je sais pas. Ouais, c'était un peu proche. En fait, alors, même si les Maoris et les aborigènes sont complètement différents, mais non, pas trop. Bon. Ça pourrait. C'est pas une suggestion. Hein. Non, mais en plus, j'avais lu un bouquin à l'époque d'ADG, en fait, qui est mort depuis. Hein. Et pourtant, c'était un facho, ce mec-là, mais il a écrit un super beau bouquin sur les aborigènes, au moment où j'étais en train d'écrire, je ne sais plus à quel ou tout. Et je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, en fait. Donc, c'était un polar aussi. Ouais, c'est un polar, ouais, la série noire, en fait. Et ADG, donc c'est un français. Donc, comme il est hyper bien, enfin, son bouquin était hyper bien, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter à ça. J'ai appris récemment que vous écriviez aussi des romans pour enfants, tout simplement parce que mon fils a emprunté un bouquin de vous à la bibliothèque. J'ai fini par le lire, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que c'était moins fouillé qu'un roman pour adultes. Qu'est-ce qui est différent quand vous écrivez un roman pour enfants par rapport au roman plus pour adultes? En fait, par exemple, les ajustements structurels définis. Si c'est un enfant, les ajustements structurels définis, je ne vois pas du tout ce que c'est, et ça ne les intéresse pas, ils ont bien raison, quoi. Par contre, quand tu vois ce que ça fait sur plein de pays d'Amérique du Sud, s'il a détruit, parce que on détruit les services publics, donc il y a plein de... Tout ce qui est politique et, on va dire, sexuel, c'est deux domaines qui sont bannis. Donc c'est quand même deux domaines qui participent quand même à au moins la moitié de mes livres. Donc du coup, on revient à des thèmes beaucoup plus simples. Il faut les enfants, ils ont besoin d'empathie avec le personnage, le ou les, enfin en tout cas. Donc du coup, il faut essayer de se retrouver son âme un peu plus d'enfant et de voir à hauteur d'enfant et pas à hauteur d'adulte où le monde est très complexe, quoi. C'est pas la pensée complexe, c'est une pensée plus simple, qui ne veut pas dire plus bête, hein, mais juste qui c'est de retenir un truc. C'était avec la petite Alice, là, c'était pas Protocus premier ou les animaux. Non. Mon préféré, en tout cas. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Il y a deux niveaux de lecture, d'un Protocus et Mapus, la suite. C'est-à-dire qu'il y a des trucs pour les enfants, qui reprennent des codes qu'ils connaissent, quoi. Mais aussi, tout est double. Parce que le lion, en fait, il a oublié de tuer un lionceau, en fait, il a grandi depuis, il s'appelle Pupus. Et lui, il a une crinière rose, et le dernier homme, il fait des hammams avec des jeunes guépards. Bon, on comprend. Donc les adultes comprennent plein de trucs, en fait, ils vont dans plein de systèmes politiques, mais à travers des animaux. Donc du coup, c'est comme les fermes enfin, tous les bouquins. Avec les animaux, on peut faire passer plein de choses pour les enfants, et c'est rigolo. Mais sinon, en technique d'écriture, c'est plutôt une dynamique. Là, évidemment, comme c'est plus court, donc c'est moins fouillé. Donc en fait, souvent, je reprends des sujets que je connais. En fait, donc souvent, je vais dans des pays où je suis déjà allé, en Afrique du Sud ou autre, ou le Maroc, par exemple, qui est un pays assez magnifique, facile à raconter pour les enfants, etc. Donc ça, j'aime bien. Puis j'aime bien qu'ils aient envie de voyager et surtout d'être actifs de leur vie, quoi. Et pas avec des pouces, là. Mais pour moi, c'est la récréation. Dans tous les sens du terme, quoi. Après un bon carnage, un livre pour enfants, c'est... À quand le carnage d'enfants? C'est pour des enfants de quel âge? C'est plutôt 8-12. Après, ça dépend du niveau de lecture des enfants, en fait. Mais là, je sors en mai, là, je sors un roman jeune adulte.
Alors ça, c'est encore un autre créneau, en fait. Et du coup, c'est intéressant aussi. Et ça raconte quoi? En fait, si vous dites la fin, en fait, on sait au dernier mot. En fait, de quoi ça Non, mais c'est où déjà? Ben, on ne sait pas si ça se passe dans un siècle ou dans 10 siècles ou il y a 10 siècles. En fait. Voilà, c'est des groupes d'humains en fait, qui sont dans le froid, en fait, un peu, et qui essaient de survivre plus ou moins avec évidemment des plus ou moins bons, des plus ou moins méchants. Il y a 3 personnages adolescents, on va dire, qui sont pris dans un tourbillon. Ceux qui sont venus du froid. C'est le titre. D'accord. Ça en met. Très bien. Donc une sorte de Hunger Games. Peut-être. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et puis bon, même si on n'a pas fait le tour, de toute façon, on n'aura jamais fait le tour. Donc, je vous donne rendez-vous à la bibliothèque si vous voulez une petite dédicace avec notre librairie préférée. C'est prêt à prier. Il est là. Merci à vous. Merci. Merci.